Salut! On reprend la série de vidéos concernant la classe A. Nous allons traiter dans cet épisode du rendement des étages résistifs à triode sur la base de l'amplificateur expérimental que nous avions réalisé ou traité, dirons-nous, dans les épisodes précédents, c'est-à-dire un étage composé d'une triode en étage de tension et ici d'une triode en étage de puissance. Il n'est pas d'usage, et ça peut paraître surprenant, de traiter du rendement ici des étages de tension, comme cela, parce que l'étage de tension n'est pas supposé délivrer de la puissance, en conséquence on ne s'intéresse pas à son rendement. La raison pour laquelle on va parler du rendement des étages résistifs, c'est que c'est une introduction à la compréhension du rendement des étages de puissance. Cette vidéo sera suivie d'une autre vidéo qui concernera la distorsion, puisqu'on verra qu'il faudra arbitrer entre des critères incompatibles entre eux, à savoir puissance versus distorsion, et donc du rendement. Ça, on verra ça dans les vidéos futures et suivantes. Pour l'heure, on va parler du rendement ici sur des étages résistifs. Donc ici, là, on a un ampli composé de deux étages. C'est cet ampli expérimental, dirais-je, que nous avions déjà vu dans les vidéos précédentes. Il y a deux étages. Un étage ici dit de tension, et là un étage de puissance. C'est un ampli en classe A, dit à tube unique, parce que c'est un classe A à tube unique, pour être précis, qui est composé d'une L84 montée en triode. On verra au laboratoire d'ailleurs la différence quand on configure cet étage de sortie, quand on le couple en triode, et quand on le couple en pentode. Alors parallèlement à ça, il y a deux caractéristiques sur cet étage. L'étage de tension est un étage dit résistif, et l'étage de sortie est un étage réactif, c'est-à-dire qu'il est monté sur un transformateur, c'est pour ça que j'ai précisé qu'il est réactif. Il faut savoir que cet amplificateur, aussi simple soit-il, ici, là, comme ça, il représente finalement la typologie classique d'un amplificateur à tube unique. Bien sûr, on peut complexifier, comme on le verra sur l'ampli, on a avec des 6V6 par la suite, ce préamplificateur. Et ici, on peut utiliser une pentode et un tube de plus grande puissance. Pour l'heure, ce que l'on va voir, on va parler donc de rendement. Et on va parler du rendement d'une part de l'étage résistif et d'autre part de l'étage réactif. Alors, il n'est pas d'usage de s'intéresser au rendement des étages résistifs. Ça n'a pas beaucoup de sens puisque c'est des amplificateurs en tension. Néanmoins, pour pouvoir comprendre le rendement d'un étage sur une charge réactive, il faut d'abord passer par la compréhension d'un étage résistif, puisque finalement, on va voir qu'il y a des différences, en fait, de comportement et surtout de tracé de droite de charge. Alors ici, derrière moi, j'ai dessiné la caractéristique idéalisée d'une triode, comme on l'avait vu dans l'épisode précédent, c'est-à-dire qu'elle est composée de droites parallèles ici, et évidemment d'une droite courant d'anode versus courant de gris. Et on va donc travailler avec méthode, polariser cet ampli et regarder le phénomène des courants et ce qui se passe. Alors quand on a un ampli, la première des choses que l'on doit faire, un ampli en classe A, c'est le polariser, c'est-à-dire de fixer un point de repos, ce qu'on a vu depuis le début. Donc ici j'ai dessiné le point de repos au milieu, enfin, comme je l'ai dessiné à la main, on va dire à peu près au milieu du repli de la tension gris. D'accord, j'ai dessiné des valeurs comme ça, mais c'est juste pour histoire d'avoir quelque chose de cohérent. Cette droite qui est ici, là, que j'ai dessinée comme ça, c'est censé représenter la droite de la charge, c'est-à-dire de la résistance d'anode, qui fait en l'occurrence 47K. Mais pour l'instant, on va oublier les valeurs parce qu'on va regarder la théorie. Alors, quand on vient fixer un potentiel négatif sur la grille, ce que l'on fait ici, puisqu'il s'agit d'une polarisation automatique, on va dire, on vient donc rendre la grille négative par rapport à la cathode. Alors pour pouvoir étudier cet ampli, dans un premier temps, on va faire deux choses. On va raccorder l'entrée ici à la masse, c'est-à-dire qu'on ne va pas injecter de signal sinusoïdal à l'entrée, et on va surtout débrancher la charge en sortie. Ici, on va ouvrir, comme ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas considérer que cet ampli débite
sur une charge. Alors pour l'heure, on va parler de rendement, mais on va surtout parler de rendement uniquement à partir des alimentations continues. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'interroger sur le rendement propre de l'alimentation. On va aussi négliger une deuxième chose, mais pourtant qu'il ne faut pas négliger, mais on le rajoutera à la fin, c'est la consommation du chauffage des filaments, qui entre dans le bilan d'un amplificateur à tube, surtout dans ces petits amplis. Alors cet ampli tel qu'il est dessiné là, il va sortir environ 2 watts en triode, ou à peu près l'équivalent en pentode. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer plus avec une EL84. Donc ça veut dire que c'est vraiment des trucs qui étaient destinés plutôt à équiper des postes de radio, des électrophones, et à écouter très près, bien sûr, des enceintes. On va s'intéresser donc au rendement. Alors d'abord, quand on polarise la grille, on vient faire naître ici un courant de repos. Ce courant de repos, il est continu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la grille est inférieure à la cathode, on va limiter donc le courant à l'intérieur du tube, comme on a vu, et ça, on va appeler ce courant de repos I0. D'accord ? Je vais appeler ça I0. Et on va écrire ici que I0 est égal au courant de repos ou de polarisation. On va l'appeler de polarisation. Ce même courant, ici, va faire naître une tension. Alors, je vais essayer de dessiner ça. Ici, on va avoir une tension aux bornes. On va avoir une tension qui va naître ici. D'accord ? Que je vais appeler V triode. Eu égard à la charge cathodique qui est là, qui est de 1 kΩ en l'occurrence, typiquement, on va négliger cette tension-là, qui est finalement qui est la tension de polarisation de la triode. Typiquement sur une 12AX7, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'1 volt. Donc on ne va pas s'occuper de ça, on va négliger cette tension-là. Donc on peut dire que le V triode, VT, ça c'est tension de la triode. Ici on a une autre tension, qui en l'occurrence est à 250 volts, mais qu'importe. La haute tension, ça c'est l'alimentation, HT. Tension d'alim, hein. V alimentation. Voilà les trois valeurs dont on a besoin pour l'instant. Alors là, on va pouvoir en déduire un certain nombre de choses. La tension qui est aux bornes de la charge ici, que je vais appeler VRA, V sur la résistance d'anode, ça c'est bien sûr égal à la haute tension, ici, moins la tension sur la triode, au repos. Ah, ça, on va le calculer par le réseau de caractéristiques, par le vrai réseau de caractéristiques. On va retomber sur des valeurs, comme on avait vu. Ça, je ne vous refais pas l'article, je vous renverrai aux vidéos. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on va envoyer là-dessus un signal alternatif, ce que l'on va faire tout de suite? On va générer ici, à cet endroit, on ne va pas générer n'importe quelle tension alternative, on va générer une tension alternative ici. Bon, on va admettre qu'elle est alternative. Sur le point de repos qui est ici. Et on va s'arranger pour que cette tension ici crête, je vais appeler VG, crête, hein, d'accord, va s'arranger pour ne pas dépasser le 0 volt qui est là. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose. Pourquoi on va faire ça? C'est pour ne pas mettre ce tube-là dans une zone ici qui est en courant gris. Toute cette partie-là, toute cette zone-là est une zone en courant gris. Donc pour l'instant, on va considérer que dans nos hypothèses de travail, pour l'instant, on va dire qu'on est sans courant gris. On verra sur les tâches de puissance, il est possible d'amener ce régime-là. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va venir rentrer ce signal ici sur la grille? Polarisé ici, bien sûr, sur cette tension de grille. D'accord? Ici, on a quelque chose qui s'appelle VG crête, et ici, c'est VG0.
Ben, ça, naturellement, ça va faire naître une variation du courant anodique, et donc, par voie de conséquence, une variation de la tension aux bornes du truc. Ça, c'est normal, ça s'appelle l'amplification par elle-même. Donc, ce que l'on va avoir ici, je vais essayer de le prolonger correctement. Hein. Voilà. Comme on est sur un réseau qui est idéalisé, en fait, on va avoir un signal, évidemment en opposition de phase. Hein. Il va faire ça. Bon, c'est pas tout à fait symétrique, parce que je le dessine à la main. Et ça, ici, c'est un courant d'anode qui varie, bien sûr, en fonction du temps. Ça, c'est un courant d'anode qui varie en fonction du temps et qui, par voie de conséquence, va nous faire une variation ici de la tension en fonction du temps par rapport à ça. Donc ça, c'est quand on a polarisé la triode et qu'on lui a envoyé une excursion maximum. D'accord ? C'est-à-dire que pour être encore plus clair, si on est là, on va faire une excursion entre là et là. Tension aux bornes de la résistance. C'est ce que l'on a ici. VR1. Alors, à partir du moment où on a rentré un signal alternatif à l'entrée de l'ampli, nous ne sommes plus dans un régime statique, mais nous sommes ce qu'on appelle dans un régime dynamique. Donc, on va devoir exprimer ces trucs-là en fonction du temps. Quand on parle de rendement, ça veut dire qu'on va comparer la puissance délivrée dans la charge, en l'occurrence cette charge-là pour nous c'est une résistance d'anode, et l'alimentation qui vient alimenter cet étage qui est là. C'est-à-dire qu'on va comparer l'alimentation avec la charge. Alors pourquoi dire ça? Parce que en fait on va voir qu'on peut retrouver ça sur les droites de charge. On peut recalculer et estimer les puissances délivrées dans les charges de l'ampli à tube uniquement par la lecture du réseau de caractéristiques. Alors, une fois que l'on a tracé ici le point de repos par rapport à la charge et que l'on a tracé le comportement en dynamique, on va commencer à écrire sur le réseau de caractéristiques les puissances de telle manière de pouvoir extraire dans le réseau de caractéristiques les puissances dissipées dans les charges, qu'elles soient pour l'instant résistives ou réactives. Donc il y a une première chose que l'on peut tracer sans risque, c'est la consommation globale de cet étage qui va s'exprimer ici comme étant la haute tension que multiplie le courant de repos. Ça, c'est ce que va consommer l'étage. Ici, on va dire au repos. Voilà, cette partie-là. Et il a dessiné en jaune. Donc cette surface qui est là, ça n'est jamais, ici, que la puissance globale consommée par l'équipement quand il est au repos. Et on va voir que c'est la même chose d'ailleurs quand il est actif. Donc la puissance totale est égale à la haute tension de l'étage, ça c'est assez facile, que multiplie le courant anodique. Alors l'intérêt de faire ça, c'est que déjà on voit que les puissances sur un réseau de caractéristiques s'expriment, enfin ou se tracent plutôt graphiquement sous la forme, et c'est tout à fait logique, de surface. On est en train de parler d'ici de dessiner une surface. Et cette surface qui est là représente la consommation globale de l'équipement. Reste à savoir ce qui va se passer quand on va venir injecter un signal alternatif à l'intérieur de cet étage, et où doit-on dessiner, si tant est qu'on puisse le faire, et on peut le faire, la puissance sur ce graphique. Donc pour ça, on va devoir écrire les équations du courant. Alors pour écrire les équations en fonction du temps, puisque là on est en dynamique, on va écrire que le courant d'anode, ici, en fonction du temps, s'exprime tout simplement par le courant de repos plus le courant, ici ça on va appeler I, d'accord, le courant crête,
sinus oméga t. Ça, c'est l'équation du courant de repos, donc qui est composée du courant d'anode, qui est composé du courant de repos en continu, plus d'un courant alternatif. La tension anodique, c'est-à-dire celle qu'on va venir mesurer là, elle est égale à, c'est simplement en fonction du temps, bien sûr, VRA en fonction du temps, c'est égal à la haute tension, tout simplement, à la haute tension, moins la tension aux bornes de la triode, ça va nous donner cette tension ici continue qui est aux bornes de ce truc-là, plus V, faire cette variation ici, que je vais mettre un petit signe comme ça pour dire que c'est une valeur crête, hein, sinus oméga t. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour calculer la puissance, en fait. Qu'est-ce que la puissance? La puissance, c'est égal à P est égal à UI. Comme là, on est avec des valeurs en fonction du temps, c'est pas évident d'extraire, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, la puissance comme ça en faisant une simple multiplication de valeurs, parce qu'on va multiplier les valeurs sinusoïdales au carré. Donc je vais vous expliquer la méthode et je vais vous donner le résultat tout de suite. Ça revient à calculer une surface de deux fonctions sinusoïdales. Donc la puissance moyenne, c'est ça qu'on va venir rechercher. Elle est égale, à nouveau, il faudrait qu'on fasse un calcul intégral pour bien aller. Je vais l'écrire et je vais vous donner la solution tout de suite. Sur le site web, je vous montrerai comment la résoudre, mais on ne va pas le faire ici. Pendant la période, c'est-à-dire sur cette période ici qui est là, de t, est-ce qu'on va calculer cette surface, multiplication de ça sur cette surface, de 0 à t, donc de I anode, en fonction du temps, que multiplie VRA en fonction du temps. Donc quand on résout ça, ça va nous donner en fait I0 que multiplie la haute tension moins VT plus I crête que multiplie V crête divisé par 2. Et là, on est parfaitement capable de tracer sur le graphique cette valeur-là. Alors pourquoi est-ce qu'on a I crête, c'est-à-dire cette valeur crête et cette tension crête qui est ici divisée par 2? Parce que ça, tout simplement, c'est I carré efficace que multiplie... Pardon, I efficace qui multiplie la tension efficace. Donc ça nous fait I V sur 2. Et ça présente un avantage de l'avoir écrit comme ça, c'est qu'on peut parfaitement le tracer ici. Donc où se trouve cette surface sur le graphique? Eh bien tout simplement, où se trouve cette surface ici, là? Mais cette surface, elle se trouve là, en fait. Cette surface, elle est là. Et cette surface-là, c'est simplement I V, vous pouvez tomber sur la droite de charge, divisé par 2. Et ça, c'est la puissance qui est dissipée dans la charge. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que vous la retrouvez ici. On va voir que sur les étages directifs, on ne pourra pas écrire la puissance ici. Et c'est exactement la même méthode. Donc on va pouvoir tirer maintenant un certain nombre de conclusions à la lumière de ces surfaces. Alors rien qu'en observant les surfaces, on en comprend le rendement. Parce qu'on comprend bien que le rendement global de cet étage, ça n'est jamais que le rapport entre cette surface-là et celle-là. Et on voit bien déjà, rien qu'en voyant la courbe, que de toute façon, quoi qu'il arrive, on aura un rendement absolument lamentable, puisque cette surface ici est forcément plus petite que celle-là. Alors le cas idéal, et je vais vous le donner, dans un ampli qui est résistif, son rendement maximum, comme vous le verrez écrit, il est de 25%. Mais, au cas particulier des triodes, il est inatteignable. Il est inatteignable, pourquoi? Parce que pour que vous ayez 25% de cette surface qui est là, il faudrait que vous puissiez agrandir
cette dissipation, on va dire cette puissance jusqu'ici par exemple, pour avoir la moitié de cette surface-là, il faudrait que vous puissiez avoir une excursion qui vous amène ici, ce qui vous amènerait d'abord déjà directement le tube en courant gris, et surtout avec une distorsion absolument abominable. Donc avec une triode, en résistif, on ne peut jamais atteindre plus de 25%. Et je vais vous le mettre mathématiquement. Fort de ce que nous venons de dessiner ici, au tableau sous la forme de surface, ici, on peut facilement calculer le rendement. Alors le rendement, on l'exprime en général. Alors ça, le rendement est égal à la puissance sur la charge, c'est-à-dire que c'est la variation de courant et de tension divisé par 2, divisé par la haute tension que multiplie le courant de repos. Donc ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Ça, c'est la puissance. On a ici, ça c'est la puissance délivrée par la lime. Et là, ce que l'on a, c'est la puissance dans la charge. Et quand je parle de charge, je parle bien sûr de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'ampli n'est pas raccordé. Parce que si l'ampli était raccordé, ça aurait pour effet de faire tourner la droite de charge et donc de réduire d'autant le rendement. Alors quand on voit ça, on comprend que, rien qu'en voyant ça, que pour avoir un rendement maximum, il faut s'arranger en fait pour avoir des valeurs de courant qui soient optimisées de façon à rendre ce rendement maximum. Une fois que l'on a écrit cette équation, dans quel cas le rendement ici est maximum? Pour que le rendement soit maximum, ça apparaît sur l'équation qui est ici, il faut que la tension crête que l'on a ici, parce qu'ici on va donc avoir une tension comme ça. Bon, c'est pas exactement super bien dessiné, mais enfin, il faut que la tension crête ici, il faudrait plutôt que la tension crête soit exactement égale à la haute tension divisée par 2. Et il faudrait que le courant que ça engendre, ici, vienne prendre l'intégralité de la droite de charge. C'est-à-dire qu'il faudrait que le courant crête, ce que l'on a ici, le courant crête, soit égal au courant de repos. Auquel cas, on se retrouverait... Or, on voit bien que sur la caractéristique qui est là, le seul moyen de faire ça, le seul moyen de parvenir à ça, ce serait donc de décaler le point de repos pratiquement au milieu, c'est-à-dire ici sur le 0 volt, et donc naturellement de faire entrer le tube en courant gris. Et dans ces cas-là, effectivement, si on simplifie l'équation, la puissance que l'on a dans la charge, la résistance d'anode, est égale à 25%. Donc ce 25% est strictement inatteignable avec une triode, sauf à la faire entrer majoritairement en courant gris. Et de toute façon, on n'arrivera jamais à rejoindre cette partie-là, parce qu'évidemment, si la tension crête fait ça, ici, et si le courant monte jusque-là, on va exactement avoir 25% de cette surface qui est là. Ça, c'est inatteignable avec une triode sur du résistif. On a vu qu'on pouvait atteindre un rendement maximum de 25%. Alors, pour atteindre ce rendement maximum, il faudrait repasser ces étages-là, en fait, dans leur modèle dynamique, c'est-à-dire avec un générateur alternatif, comme cela, qui est un moins UVG, puisque ça, on l'a vu, on ne va pas le refaire. Il y a une résistance interne à l'intérieur de la triode et une résistance anodique qui est résistive dans ce cas-là. Alors, pour atteindre ce rendement théorique maximum de 25%, il faudrait réunir un certain nombre de conditions. D'abord, avoir un point de polarisation ici, une excursion sur toute la longueur, et aller travailler dans la fameuse zone de courant gris. Mais au-delà de ça, il faudrait aussi que la charge, c'est-à-dire que cette charge anodique qui est ici, remplisse une condition de transfert maximum d'énergie. Or, on sait que sur un générateur, on a un transfert maximum d'énergie, c'est-à-dire qu'on a un courant maximum et une tension optimisée
quand la résistance d'anode est égale à la résistance interne, en l'occurrence du tube. Or, si l'on fait ça, on va se retrouver dans des conditions de distorsion non optimisées. D'ailleurs, entre parenthèses, le 47K qui est ici n'optimise pas la distorsion de l'étage. Entre parenthèses. Mais il faudrait ici, si on a par exemple 60 kg, c'est à peu près 60 kg la résistance interne d'une 12AX7, il faudrait avoir ici 60 kg. Et déjà là, on n'est de toute façon pas sur une valeur correcte, on va dire, de distorsion, puisque la loi, enfin on va dire la loi du genre, c'est de charger, pour avoir une distorsion acceptable sur une triode, il faut charger la résistance d'anode comme étant 3 fois la résistance interne. Et donc inutile de dire que là on n'atteindra absolument pas ce rendement ici, et je répète, on n'est pas d'usage de s'occuper du rendement des étages de tension, mais c'est un préambule à l'étude de cette partie-là qui, elle, va nous permettre d'arbitrer des paramètres. On a fini avec cet épisode qui est un peu touffu, on va dire, pour parler du rendement, et on voit qu'on n'atteindra jamais sur une triode, et même sur une pentode qui a des caractéristiques qui sont un peu comme ça, de toute façon, les 25% de rendement. Dans la suite, dans l'épisode suivant, on va parler, et là ça va être vraiment le sujet qui nous occupe, d'optimiser la droite de charge, les points de repos, et de comprendre le rendement des étages réactifs, c'est-à-dire monter, toujours en classe A en tube unique, sur une triode. Alors là, on n'a pas une triode enfin, de grande puissance, mais si on avait une triode de grande puissance, on verra dans l'épisode suivant que ce rendement, et ça sera probablement une surprise pour beaucoup d'entre vous, ce rendement de 25% pourrait atteindre, en particulier avec des pentodes, un rendement supérieur à 25%, et d'un point de vue purement théorique à nouveau, on pourrait atteindre 50% de rendement sur un classe A avec un transformateur, et on verra pourquoi. Allez, salut et à bientôt sur les ondes.